Alors, pour le TD de lundi 7 décembre pour les confinés, nous allons bien sûr corriger la même chose hein, avec les présents. Donc, on attaque le TD numéro 11, le premier TD de mécanique des fluides sur le premier chapitre hein, concernant les écoulements de fluides. Il y aura un deuxième TD numéro 12 sur le deuxième chapitre concernant les bilans macroscopiques, le cours qu'on va démarrer cette semaine. Alors, pour le programme du DS de 4 heures du lundi 14 décembre, donc il y aura les binaires, les transferts thermiques, les transports de particules et le chapitre grand 1 de mécanique des fluides, donc les écoulements de fluides, c'est-à-dire ce TD. Il n'y aura pas du tout le deuxième chapitre sur les bilans macroscopiques, évidemment, que l'on attaque cette semaine. Je vous encourage à chercher le DL numéro 13 qui est à rendre pour mercredi 16 décembre. Je vous encourage à essayer de me le rendre avant le DS, voilà, histoire de vous entraîner et histoire d'avoir le corrigé avant le DS, puisque le DL numéro 13 porte sur la partie mécanique des fluides qui aura au DS, bien sûr. Alors, dans ce TD numéro 11 sur les écoulements de fluides, on va corriger les 4 premiers exercices. Alors, on essaiera de le terminer, bien sûr, cette semaine. Donc, il y a la séance de mercredi après-midi, bien sûr. Et si c'est nécessaire, la séance de vendredi matin sera en partie utilisée pour terminer ce TD, en vue de vous préparer au mieux pour ce DS d'avant les vacances de Noël. Alors, dans ce premier exercice, on s'intéresse à un flacon cylindrique rempli d'eau, ouvert, et qu'on va mettre en rotation à vitesse angulaire constante autour de son axe. On constate alors qu'au bout de quelques secondes, ça se stabilise et on observe un régime stationnaire. Alors, je dois avoir une photo, voilà. Donc là, on a bien sûr coloré l'eau pour que vous puissiez voir quelque chose. Et on va observer ce qu'on appelle un vortex, un tourbillon, voilà, sur la surface, un creusement de la surface. Donc là, le récipient, il est en train de tourner autour de l'axe. Et on va vous demander, bien sûr, avec un modèle, une modélisation, hein, de déterminer l'équation mathématique caractérisant la surface libre de ce vortex, donc de ce tourbillon. Voilà, donc vous avez toutes les informations, c'est de l'eau, vous avez les dimensions, etc. Alors, c'est un exercice, je vous cache pas, qui est assez classique, hein, qui tombe quand même pas mal à l'écrit et à l'oral. Alors, là, j'ai fait un dessin de la situation une fois qu'on a atteint ce régime stationnaire, mais dans le référentiel terrestre galiléen, évidemment, les gouttes de fluide, elles se déplacent, hein, puisqu'elles tournent. Donc là, on a une espèce de creusement. Alors, j'ai pris une forme paraboloïde, mais on va le justifier. Euh, je m'intéresse à une goutte d'étau quelconque dans cet écoulement. Je vais utiliser les coordonnées cylindriques, bien sûr, vu la géométrie. J'appelle petit r, donc la distance à l'axe. J'appelle h', la différence d'altitude entre le point haut, l'origine qui est en bas du récipient, et le premier point de la surface libre qui est ici. Voilà, rien de particulier. Là, c'est une vue de dessus. Alors, vue de dessus, vous retrouvez l'axe des Z, la distance petit r, la goutte d'étau, qui dans le référentiel terrestre galiléen a la vitesse v, bien sûr, et a une trajectoire circulaire de rayon petit r avec une vitesse angulaire oméga, évidemment, constante. Donc, dans le référentiel terrestre galiléen, toutes les gouttes vont avoir une trajectoire circulaire de même vitesse angulaire oméga. Évidemment, ça n'a pas changé. Vous, les ici, vous n'avez pas le droit de vous placer dans un référentiel non galiléen. Donc, le référentiel lié au récipient, il serait non galiléen. Donc, pour vous, c'est interdit. Donc, vous êtes obligé de vous placer dans le référentiel terrestre. Et on applique le PFD à la goutte d'étau. Donc, sa masse, qui vaut donc mu d'étau, hein, la masse volumique fois le volume, c'est égal, bien sûr, à son poids, la résultante des forces de pression. Et on vous dit de négliger les forces de viscosité. Alors, évidemment, ici, on pourrait réfléchir et se dire, bon, jusqu'à quel point on peut négliger les forces de viscosité. Alors, c'est vrai que les gouttes ayant la même vitesse angulaire, elles n'ont pas la même vitesse, hein. La goutte qui serait en R plus dr, elle aurait une vitesse un petit peu plus grande, évidemment, mais une trajectoire un petit peu plus grande. Ça veut dire que les gouttes, les unes par rapport aux autres, en fait, elles ne se déplacent pas. Donc, il faut comprendre que dans le référentiel lié au récipient, en fait, les gouttes, elles seraient fixes. Donc dans le référentiel lié au récipient, les gouttes sont fixes. Donc si elles sont fixes, entre guillemets, elles ne se frottent pas les unes sur les autres, elles ne frictionnent pas. Donc on peut comprendre pourquoi on néglige les effets de la viscosité ici. On comprend que la résultante des forces de pression sur la goutte et le poids. Alors concernant la vitesse, on se place dans une base polaire. Je ne vais pas représenter UR Uθ dans la base polaire, vous la connaissez. Donc la vitesse c'est R oméga Uθ pour la goutte qui est ici à la distance petit r. Vous voyez bien, les gouttes n'ont pas toutes la même vitesse en effet. L'accélération, c'est moins r oméga carré UR, puisque oméga est une constante, et que petit r égale constante. Donc on projette le PFD sur UR et sur Uθ. Alors le gradient en cylindrique, évidemment, on vous l'aurait fourni si nécessaire, mais on voit qu'il n'y a pas de terme selon Uθ. Donc j'ai dp sur dr selon UR et dp sur dz selon UZ, dérivée partielle, car a priori la pression va dépendre de deux variables, la variable R, la variable Z.
dp sur dθ est donc forcément nul, puisqu'il n'y a pas de composante selon uθ dans la projection du PFD. Alors ça, on aurait pu le dire, puisqu'il y a invariance par rotation autour de l'axe OZ, donc il n'y a aucune raison que le phénomène dépende de l'angle θ qui caractérise la rotation autour de l'axe OZ. On se retrouve donc avec un jeu de deux équations, de deux dérivées partielles donc pour la pression. Alors on avait déjà vu ça dans un exercice précédent de statique des fluides avec le récipient en accélération, en translation rectiligne accélérée. Là on est en rotation, c'est un petit peu la même méthode. Alors vous primitivez une des deux, peu importe, alors j'ai primitivé la deuxième. Ça veut dire que la pression dépend à la fois de R et de Z, et c'est donc moins mu gz plus une fonction de R. Je dérive par rapport à R, donc forcément la dérivée de mu gz ça fait 0, et f' de R, la dérivée droite de la fonction f de R. J'identifie, c'est égal donc à mu R oméga carré, j'intègre, j'ai donc f de R qui vaut mu R carré oméga carré sur 2 plus une vraie constante. Alors pour déterminer cette vraie constante, c'est là qu'on choisit bien sûr une origine. Alors il n'y avait rien de précisé, donc moi je vous conseille de prendre l'origine au fond du récipient. Donc le point haut, donc au fond du récipient, effectivement, on va avoir donc petit r égale 0 et z égale 0. Donc ça, c'est l'origine que j'ai choisie. Ça veut dire que le point qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est l'interface entre l'air et le fluide, entre le liquide. Je vais prendre ce point-là. Ce point-là, il a petit r égale 0, il a z égale h'. Et on va voir tout à l'heure comment on détermine h', donc ici, ce qu'on appelle la hauteur du creusement, quoi. Donc je me place en ce point-là, où la pression vaut donc P0, il y a continuité de la pression à l'interface entre l'eau liquide et l'atmosphère. Pour vous, en P ici, il y a toujours continuité de la pression. Et c'est ainsi que je détermine en R égale 0, Z égale H', P égale P0, la constante K. Et j'obtiens l'expression de la pression n'importe où dans cet écoulement de fluide du référentiel terrestre. Et évidemment, j'ai le H' que je ne connais pas encore. Alors, on me demande l'équation de la surface libre, donc de la surface isobare, donc de l'interface avec la pression atmosphérique. Donc sur la surface libre, j'appelle RL, ZL, R libre, ZL, Z libre, les coordonnées d'un point de la surface libre. La pression vaut donc P0. Les P0 simplifient, et j'obtiens donc une équation entre ZL et RL. C'est là que je vois que c'est bien une forme de parabole, donc de paraboloïde de révolution, une espèce de nez d'avion. Donc on voit effectivement que la surface libre va avoir une forme de nez d'avion. Mais il reste ce coefficient H', qui est une constante, mais qu'il va falloir déterminer quand même. Alors pour cela, on va utiliser la conservation du volume de l'eau liquide, qui est incompressible. Donc le volume d'eau liquide qu'il y avait avant de mettre en rotation, ça occupait une hauteur HE. Donc j'ai pi grand R carré HE. Et ce volume, c'est le même lorsqu'on a mis en rotation et qu'on a atteint ce régime stabilisé. C'est le même volume, sauf qu'il est déformé. Et là, c'est l'intégrale triple de Détaux, avec Détaux, une coquille cylindrique. Alors une coquille cylindrique de hauteur ZL, de rayon RL et d'épaisseur DRL. Donc là, vous l'avez en coupe ici, donc DRL, ZL, et là, vous l'avez en perspective, donc RL, ZL, DRL. Donc je vais prendre comme coquille cylindrique une coquille cylindrique dont la hauteur vaut exactement ZL. Et là, je vois bien que si je fais la somme continue de tous les petits détaux de ces coquilles cylindriques, pour petit RL variant de 0 à grand R, le rayon du récipient, je vais bien balayer tout le volume une seule fois, donc j'aurai bien le volume. Donc détaux, c'est 2 pi RL, ZL, DRL. Là, je remplace, l'intégrale triple devient une intégrale simple sur la variable RL, de 0 à grand R. Donc vous n'avez plus qu'à résoudre cette intégrale qui ne pose pas de problème, et vous allez trouver H' qui vaut HE moins oméga carré grand R carré sur 4G. Alors c'est bien une constante qui dépend quand même de oméga. Donc, si je modifie la vitesse angulaire, on comprend bien qu'on va modifier H', on va plus ou moins creuser effectivement le vortex. Voilà, donc j'ai remplacé H', et là j'ai l'expression définitive de l'équation, donc ZL en fonction de RL. Je vais donc pouvoir répondre aux questions suivantes. Dans la question 2, il me semble qu'on vous demande pour quelle valeur de oméga le centre du fond du flacon est-il découvert. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que la surface libre atteigne le fond ici. Donc en fait, on veut que H' égale 0, tout simplement. Donc si H' égale 0, donc RL égale 0, ZL égale 0, donc H' égale 0, ça marche pour oméga égale racine de 4GHE sur grand R carré. Donc pour une certaine vitesse angulaire, le vortex, il va toucher le fond du récipient, en son milieu. Ça fait 40 radians par seconde, ça fait 6,37 tours par seconde, donc ça tourne quand même assez vite.
Ensuite, on vous demande la condition pour que ça déborde. Donc, à la limite du débordement, donc là, le débordement, c'est lorsque la surface libre, donc l'interface, ici, atteint le bord du récipient, qui est à la z égale h, je crois. Donc, pour petit rl égale grand R, et ZL égale H, bah, on veut effectivement que la surface libre atteigne les bords du récipient. Donc pour RL égale grand R, ZL égale H. Et là, on voit qu'il y a une condition qui a une valeur de oméga. Donc racine de 4G, H moins HE sur grand R carré, 69,28 radians par seconde, 11,03 tours par seconde, donc c'est encore plus rapide que tout à l'heure. C'est logique. Et enfin, pour oméga égale 5 radians par seconde, je crois, voilà, 5 tours par seconde, pardon. 5 tours par seconde, je vois que je vais être en dessous de 40 radians par seconde. Voilà, donc ça veut dire que le vortex, il n'atteint pas le fond du récipient. On vous demande la pression au fond du récipient, donc pour Z égale 0. Donc là, on reprend l'expression de PRZ, la pression n'importe où, pas uniquement sur la surface libre, parce que c'est P0, hein. Et on va se placer en Z égale 0 pour petit r quelconque, donc au fond, un point M quelconque au fond. Et là, on trouve donc mu GHE, etc. Donc on a une expression. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la pression, elle est donc elle augmente avec petit r, et en plus au carré. Donc la pression augmente quand petit r augmente. Alors l'exercice qu'on va vous proposer souvent en complément, on va imaginer une balle de ping-pong lestée, pour qu'elle reste au fond, hein, et on vous dit, bah, on la positionne ici, qu'est-ce qui lui arrive? Alors intuitivement, vous dites, bah, va se coller aux parois. On pense à la force centrifuge. Et en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que la force de pression, elle est plus forte ici que ici. Car la pression, elle augmente en petit r carré. Donc la pression, elle est plus forte ici que ici, donc la force de pression est plus forte ici que ici. Donc la résultante des forces de pression, elle a tendance à ramener la balle de ping-pong vers l'axe, et en effet, on constate toujours que la balle de ping-pong se stabilise sur l'axe. Voilà. Et là, elle bouge plus, puisque là, on a les forces de pression qui sont identiques à gauche et à droite. Donc voilà pour cet exercice classique, important, bon, qu'on va retrouver décliné de différentes façons, mais en tout cas avec la méthode à retenir, qui n'est pas forcément évidente, hein. Pensez au PFD, dans le référentiel terrestre, que la goutte est en mouvement circulaire uniforme, la conservation du volume avec la petite méthode de la coquille cylindrique pour exprimer le volume. Voilà, donc c'est pas forcément évident. On passe maintenant à un deuxième exercice qui lui fait écho aux écoulements internes d'écoulement visqueux dans une canalisation cylindrique, avec la fameuse loi de Hagen-Poiseuil, donc la lodome hydraulique. Donc on va revoir tout ça à travers un exercice. Alors là, je ne vous cache pas que c'est peut-être ce qui tombe le plus souvent à l'écrit comme à l'oral sur les écoulements internes. Alors laminaire ici, hein. Donc on considère un écoulement incompressible et homogène de graisse mécanique, hein, dans un tuyau cylindrique de rayon A d'axe Z. On suppose que la vitesse a cette expression-là, donc déjà implicitement, si on vous donne une expression du champ des vitesses, c'est qu'on suppose que l'écoulement est laminaire implicitement, sinon pour un écoulement turbulent, vous savez qu'il n'y a pas de champ des vitesses. Et on vous donne l'expression de la pression, on est en régime stationnaire, on néglige la pesanteur, on est vraiment dans les conditions classiques du cours sur un écoulement interne laminaire dans une canalisation cylindrique. Donc l'axe OZ, un point M, une goutte quelconque en M, à la distance petit r de l'axe, la vitesse, on a en coordonnées cylindriques. Et la méthode, c'est toujours la même. Il va falloir appliquer le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen lié à la Terre, où la canalisation est fixe. Et on prend comme système, écoutez bien, c'est assez spécifique, hein, comme système, on prend un cylindre de même axe OZ, entre Z et Z plus DZ, et de rayon petit r quelconque. Ce qui fait que c'est un petit élément de volume, c'est que c'est sa longueur DZ qui tend vers 0, qui est toute petite. C'est pas son rayon qui peut être proche de A, c'est pas d'importance. Alors la première question, c'était qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse d'une goutte en R égale A, donc au contact avec la canalisation, elle est nulle par adhérence. Donc dans le référentiel terrestre où la canalisation est fixe, cette vitesse est nulle par adhérence. Les fluides visqueux adhèrent aux obstacles. Voilà. Les gouttes d'eau adhèrent à votre peau quand vous nagez dans la piscine, effectivement, et c'est ce qui vous ralentit. Ensuite, on applique le PFD donc à la goutte d'étau dans le référentiel galiléen. Alors, elle est en translation rectiligne uniforme puisque sa vitesse ne dépend pas du temps, donc pas d'accélération. On néglige le poids, donc il n'y a que des forces de contact. Donc il y a la force de pression sur la face d'entrée ici, donc P2Z pi r carré la surface UZ. La force de pression de l'autre côté avec un moins, parce que la force de pression elle est vers la gauche, en Z plus DZ, la même surface.
Les forces de pression sur la surface latérale se compensent, puisque la pression ne dépend que de Z, donc la résultante des forces de pression sur la surface latérale, elle est nulle, puisqu'elle se compense. Et il nous reste la fameuse force de viscosité. Alors là, évidemment, ça vous surprend un petit peu, mais bon, on a insisté, c'est dans le cours, il va falloir le retenir. On est en écoulement laminaire, c'est un écoulement parallèle spécial, puisqu'on est en coordonnées cylindriques, mais c'est quand même un écoulement parallèle. Donc la force de pression sur la surface latérale, c'est donc le coefficient de viscosité, la dérivée par rapport à R de la vitesse, fois la surface concernée, ici c'est la surface latérale, donc 2 pi r dz uz. Donc la résultante des forces de viscosité sur la surface latérale, de la part du fluide externe sur la goutte, on utilise la formule du cours, qu'on a vue en cartésienne mais qu'on adapte ici en cylindrique, état dv sur dr fois la surface fois uz. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait des forces de viscosité sur la face en Z et sur la face en Z plus dz? Eh bien, quand vous traversez la face de la goutte d'étau qui est en Z, eh bien, vous ne changez pas la vitesse, puisque la vitesse ne dépend que de R, pas de Z. Donc, quand vous traversez cette surface, vous ne changez pas la vitesse. Même chose ici. Donc, il n'y a pas de viscosité. Il n'y a pas de force de viscosité sur la face d'entrée, sur la face de sortie. Car quand vous traversez cette face, la vitesse ne change pas, donc il n'y a pas de contrainte tangentielle, il n'y a pas de force de viscosité, il n'y a pas de diffusion de quantité de mouvement si vous préférez, puisque la vitesse est la même de part et d'autre de la face. Voilà, donc je sais que pour vous c'est une difficulté, hein, je le sais. On verra ça aussi en colle bon, bah, la semaine d'après, mais attention, faites attention à cette expression, il faut absolument la retenir, elle est très très utile, on la rencontre très souvent. Alors après, bien sûr, on projette sur UZ, on met tout ce qui dépend de Z d'un côté, tout ce qui dépend de R de l'autre, et j'ai l'égalité entre une fonction de Z et une fonction de petit r, quel que soit R, quel que soit Z. Z et R sont des variables indépendantes, puisque ce sont les coordonnées cylindriques, donc forcément, c'est forcément égal à une même constante K, pas forcément nulle, j'ai jamais dit qu'elle était nulle, hein, une constante K. Je commence par dp sur dz égale K, donc P de Z égale Kz plus P1, puisqu'en Z égale 0, on dit que la pression vaut P1. Ensuite, j'intègre la deuxième égalité, donc V de R égale KR sur 2 états, donc V de R égale KR carré sur 4 états, plus une constante qui vaut V de 0, puisqu'en R égale 0, on vous dit de prendre la vitesse V de 0. Ensuite, on sait qu'en R égale A, la vitesse est nulle, donc j'en déduis l'expression de V de R et l'expression de la constante K. Moins 4 états, V de 0 sur A carré, que je remplace ici, pour avoir l'expression définitive de la pression en fonction de Z. Voilà, je vois bien que la pression diminue, il y a un moins ici, c'est logique, c'est la perte de charge. La perte de charge régulière, hein, l'écoulement est laminaire, on peut quand même parler de perte de charge régulière due au phénomène de viscosité, à la dissipation de l'énergie mécanique par les phénomènes de viscosité. On peut représenter l'écoulement de Poiseuil, donc le profil des vitesses, donc pour une abscisse quelconque, Z quelconque, hein, puisque on voit bien que V ne dépend absolument pas de Z. Donc pour une abscisse quelconque, on a la vitesse qui est nulle sur les bords, maximale au centre, et ensuite on relie les flèches par un paraboloïde de révolution d'axe au Z. En réalité, c'est un nez d'avion, hein. C'est pas une surface parabolique, c'est pas un half-pipe si vous voulez, hein. Donc c'est bien un nez d'avion. Écoulement très caractéristique, écoulement caractéristique des écoulements laminaires dans les canalisations cylindriques. Bien. Alors après, pour le débit volumique, c'est toujours le flux de la vitesse, donc l'intégrale double de v scalaire ds sur une surface. Comme surface, je prends un disque quelconque d'abscisse z quelconque, donc perpendiculaire à l'écoulement. Je prends comme élément de surface ds une petite couronne de rayon r d'épaisseur dr, donc 2 pi r dr. Le vecteur v et le vecteur ds sont collinéaires dans le même sens, donc il n'y a plus de produit scalaire, et je ramène l'intégrale double à une intégrale simple sur la variable r. Et r varie de 0 à a pour avoir le débit volumique complet. Voilà, j'obtiens pi a carré v de 0 sur 2. Alors évidemment, ça ne dépend pas de z, je m'en doutais, il y a conservation du débit volumique à travers toutes les sections, du tube de courant fixe, donc de la canalisation fixe. C'est normal, l'écoulement est stationnaire, il est incompressible, donc j'ai bien conservation du débit. C'est pour ça qu'on choisit n'importe quelle surface. Donc on prend mathématiquement celle qui vous arrange. On a le droit de prendre n'importe quelle section de la canalisation, on prend celle qui nous arrange, celle qui nous semble la plus simple, et on a forcément le débit volumique. Je vous rappelle que ce débit volumique, on peut le mesurer très facilement, il suffit de mettre un récipient à la sortie du tuyau, et de mesurer en combien de secondes on remplit 100 millilitres par exemple. Et là, vous avez le débit volumique en litres par seconde, en mètres cubes par seconde. Alors pour la vitesse débitante, bah, c'est par définition le débit volumique divisé par la section de la canalisation, section droite, pi a carré, et c'est donc V de 0 sur 2. C'est un résultat qu'on avait vu dans le cours, la vitesse maximale divisée par 2. Bien. Alors après avoir fait un petit peu, c'est un peu une question de cours, avoir redémontré donc l'expression du débit volumique,
on va s'intéresser à une situation. Alors, on est dans une station de graissage, donc dans un garage automobile par exemple, hein. Il y a un compresseur, c'est ce qui fait beaucoup de bruit hein, quand il se met en route, qui va fournir de la graisse à une certaine pression à tous les endroits du garage où on a besoin de graisse pour graisser les écrous, etc., les engrenages. Alors cette graisse parcourt un tuyau flexible qui permet d'atteindre les points de graissage, calculer la chute de pression d'une extrémité à l'autre du tuyau. Alors pour cela, vous avez le rayon du tuyau, donc 1 cm de rayon, 2 cm de diamètre, c'est tout à fait cohérent si vous allez voir dans un garage le tuyau qui achemine la graisse. La longueur du tuyau 6 mètres, ça va, c'est cohérent. Le débit volumique de graisse 2 cm3 par seconde, donc évidemment c'est très lent, hein. Le but c'est pas d'injecter de la graisse à haute vitesse, hein. Donc c'est très très lent. La viscosité de la graisse 1000 poids-œil, alors évidemment, hein, la graisse c'est très 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 visqueux, voilà. En tout cas la graisse mécanique hein, qui sert à graisser les engrenages. Et la masse volumique de la graisse, on vous a donné celle de l'eau en fait. Alors c'est parti. Moi, ce que je cherche, c'est P1 moins P2, donc la chute de pression positive, hein, donc, puisque P1 est plus grand que P2. P2, c'est la pression donc à la sortie, en Z égale L, donc 4 états V de 0 sur A carré grand L, en prenant l'expression de P de Z. Je vois que j'ai tout sauf V de 0, mais on m'a donné le débit volumique, qui vaut pi A carré V de 0 sur 2, donc je remplace V de 0 par 2dV sur pi A carré, et j'ai cette expression-là. Et là, bah, c'est pas une grosse surprise, je retombe sur la loi de Hagen-Poiseuil, donc sur la loi d'Ohm hydraulique, hein, avec la résistance hydraulique 8 état L sur pi à puissance 4, qu'on a bien démontré dans le cours, qui n'est pas à connaître par cœur, mais qu'il faut savoir redémontrer. Je trouve 3 10 puissance 6 pascal, donc 30 bars. Alors effectivement, les compresseurs des garages automobiles, hein, c'est une bonne dizaine, ça peut même aller jusqu'à 50 bars, je crois, hein. Donc c'est tout à fait cohérent. Alors ensuite, on vous demandait si c'était cohérent de négliger les effets de la pesanteur. Alors là, l'idée, c'est de comparer effectivement les forces de pression en newton et le poids en newton, et vérifier que le poids est négligeable devant les forces de pression. Je prends comme système donc le volume de graisse sigma compris donc dans le tuyau, dans la canalisation, et je dis que la résultante des forces de pression qui s'exercent sur ce volume de graisse, c'est la force de pression à l'entrée, force de pression à la sortie, et que sur la surface latérale, évidemment, les forces de pression n'existent pas d'ailleurs, parce que c'est la canalisation qui agit sur la graisse. Donc P1 moins P2 fois la surface, pi à carré. Ça fait 960 newtons. Ensuite, le poids, la masse volumique fois le volume, fois G, 18,8 newtons. Donc en effet, je vois que le poids, il est nettement plus petit que les forces de pression. Donc c'est tout à fait cohérent de négliger les effets de la pesanteur, alors sur une goutte, sur un petit cylindre ou sur l'ensemble de la graisse, devant les forces de pression. C'était tout à fait cohérent. Alors bien sûr, pour pouvoir valider tout notre modèle, toute notre prévision, il faut vérifier que c'est bien un écoulement laminaire, sinon c'est complètement ridicule ce qu'on a fait. Alors le nombre de Reynolds pour un écoulement interne dans une canalisation cylindrique, vous savez que c'est la masse volumique sur la viscosité dynamique, la vitesse débitante et le diamètre. Donc là, on a tout, même la vitesse débitante, hein, et on trouve 1,3 10-4, donc c'est nettement plus petit que 2000. C'est très très laminaire, on s'en doutait, hein, la vitesse débitante est très faible, le débit volumique est très faible. C'est bien un écoulement laminaire, donc le champ des vitesses il est bien défini, l'expression des forces de viscosité est bien utilisable, notre étude est bien cohérente. Et enfin, pour finir, on vous demande de déterminer donc la puissance dissipée par la viscosité. Alors, les efforts de viscosité, donc, ce sont des forces intérieures entre les gouttes, donc il faut utiliser le théorème de l'énergie mécanique, on n'a pas le choix. C'est le seul théorème de la mécanique où on fait intervenir des efforts intérieurs. Alors, le théorème de l'énergie mécanique appliqué au volume de graisse sigma dans le tuyau, donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, est égale à la puissance des forces extérieures et intérieures non conservatives. Il nous reste donc la puissance des forces de pression à l'entrée et à la sortie, P1 moins P2 fois la surface fois la vitesse débitante, enfin fois dV, on l'a démontré, hein. Et pour les forces intérieures, la puissance des forces de viscosité. Je vous rappelle que la puissance des forces exercées par la canalisation sur le fluide est nulle. Pourquoi? Parce que la canalisation est fixe et le fluide il est fixe au contact avec la canalisation, donc il n'y a pas de puissance. J'en déduis donc directement la puissance dissipée par toutes les forces de viscosité dans le système, donc dans la graisse, et je trouve moins 6 watts. C'est négatif, c'est cohérent, hein, puisque c'est de la dissipation, c'est de l'énergie mécanique qui est dissipée effectivement en chaleur. Donc c'est toujours une puissance dissipée. Voilà, c'est bien pour cet exercice, hein, 2, assez complet. Et on va pouvoir passer à l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3,
On s'intéresse donc à un cube qu'on va faire glisser sur un plan horizontal. Il a une vitesse de 2 mètres par seconde à t égale 0. Et pour commencer, il va frotter avec un frottement solide hein, sur le support solide. Donc la première question, c'est de la méca de première année, mais ça fait pas de mal de revoir tout ça. On vous rappelle effectivement les lois de Coulomb pour le frottement solide. Donc on vous dit que en norme, bien sûr, la composante tangentielle de la force exercée par le support sur le cube, c'est petit f fois la composante normale avec petit f le coefficient de frottement sec, enfin frottement de glissement, on devrait dire, égal à 0,2, il est donné. On vous demande de déterminer la distance d'arrêt petit d. Donc qualitativement, si on lance le cube à la vitesse de 0 sur un plan où il y a des frottements, évidemment, il va être ralenti, à un moment, il va s'arrêter, il va parcourir une certaine distance petit d. Donc ça fait pas de mal de le faire proprement. Donc un joli petit dessin avec le poids, la réaction normale, la réaction tangentielle, l'accélération. Le principe fondamental de la dynamique appliqué au cube dans le référentiel terrestre galiléen, la masse fois l'accélération, Rn plus mg plus rt. On projette sur z et sur x. Donc mg égale Rn, donc ma égale moins rt, donc moins fmg, hein, parce que rt en norme égale frn, et on a une accélération qui est constante. Donc c'est un mouvement uniformément décéléré, puisque l'accélération est négative. On intègre, on a la vitesse, on intègre, on a le déplacement. Je me suis placé à t égale 0 en x égale à 0, à t égale 0 à la vitesse de 0, et j'ai directement la distance d'arrêt. Donc à la distance à t finale, donc à la date à laquelle le cube s'arrête, v égale 0, donc t finale c'est v0 sur fg, je remplace dans x égale d, et j'ai donc la distance v0 carré sur 2fg, 1,02 m. Bien. Alors maintenant on passe à la partie mécanique des fluides. Alors en effet, on vous dit que pour changer, on dispose maintenant entre le cube et le plan une couche de fluide incompressible et visqueux, de viscosité dynamique 0,01 poiseuil, donc pascal seconde. Alors c'est pas de l'eau c'est plutôt 10-3, là on est à 10-2, donc ce serait plutôt une espèce de, comment dirais-je, d'huile, voilà, d'huile, un peu comme de l'huile moteur, enfin, c'est plus visqueux que l'eau liquide, masse volumique un peu plus grande que l'eau liquide, et on suppose que la surface de contact entre l'huile et le cube c'est 400 cm². Donc ça veut dire qu'entre le cube et le solide, et le plan solide, on a mis une pellicule d'huile d'1 mm d'épaisseur. Alors c'est pour effectivement lubrifier, si vous voulez, c'est pour qu'il y ait moins de frottement, pour qu'on puisse déplacer le cube plus facilement, si vous voulez. Alors on admet alors qu'entre le cube et le plan, il y aura donc un écoulement parallèle, laminaire, puisqu'on vous donne une expression du champ des vitesses, et que dans le fluide, Vf aura la forme classique d'un écoulement parallèle, en dépendant que de z et selon Ex, et V de t, c'est la vitesse du cube qui va donc dépendre du temps. Alors pour l'instant, on suppose, mais on pourra le vérifier après, que la vitesse du solide varie suffisamment lentement pour qu'on puisse se placer en régime quasi stationnaire pour les petites gouttes de liquide sous le cube. La pression, on vous dit qu'elle dépend que de z dans le fluide. Et on vous demande de déterminer la nouvelle distance d'arrêt d'. Bien. Alors, j'ai fait un zoom. Donc là, j'ai le plan solide, là j'ai le cube, et entre les deux, on a une pellicule de fluide. Et dans cette pellicule de fluide, je vais donc avoir un champ des vitesses en écoulement parallèle, Vf. Voilà, c'est le fluide visqueux. Alors pour déterminer donc le profil des vitesses, que bon, j'ai déjà dessiné, il va être à profil linéaire, mais on va le justifier. Je prends une petite goutte de fluide d'étau quelconque, et je lui ai appliqué le PFD dans le référentiel terrestre galiléen, et je vais le projeter sur l'axe des x. Cette petite goutte de fluide, donc, je considère qu'elle n'a pas d'accélération. En régime quasi stationnaire, je considère que sa vitesse ne dépend pas du temps. Donc elle est en translation rectiligne uniforme. Donc j'ai vecteur nul pour l'accélération, la résultante des forces de pression, la résultante des forces de viscosité. Et là, attention, j'ai besoin de la résultante des forces de viscosité non pas sur une surface, mais sur toute une goutte. Donc j'utilise la formule de la résultante des forces de viscosité pour l'ensemble d'une petite goutte en cartésienne. Voilà. Donc état, dérivée seconde de Vf fois dτ fois Ux. Alors c'est là que je peux dire que dans mon cours, je crois qu'il y avait il manquait un dτ dans mon cours, je crois, quand on avait vu cette formule. Bien. La pression ne dépend que de z, donc le vecteur gradient de P il est selon uz, donc si je projette sur x, j'ai que ce terme, le poids était négligé évidemment. La dérivée seconde de Vf par rapport à z égale 0. Donc Vf a bien une forme affine. En z égale 0, la vitesse s'annule par adhérence sur le plan fixe. En z égale petit e, la vitesse prend la vitesse du cube, donc v de t, par adhérence sur le cube. J'obtiens donc l'expression du champ des vitesses dans cet écoulement parallèle sous le cube. Donc v de t, z sur e. Donc j'ai bien le profil linéaire affine que j'imaginais.
Je peux donc maintenant exprimer la force de viscosité exercée par le fluide visqueux sur le cube. Attention, il est en dessous. Donc c'est moins état dV sur dz fois la surface concernée fois ux. S'il avait été au-dessus, on aurait mis plus état. Je vous rappelle que la formule de la force de viscosité exercée par un fluide qui est au-dessus sur une surface ds en dessous, c'est plus état dV sur dz fois ds ux. Mais là, c'est du fluide qui est en dessous de la surface S, donc c'est moins, principe des actions réciproques, moins état dv sur dz, donc dérivé par rapport à z de la vitesse du fluide, en z égale E, donc évidemment au point de contact, fois la surface concernée, fois ux. Alors je vois bien que c'est indépendant de x, hein, donc je multiplie directement par la surface, je n'ai pas besoin d'intégrer. La dérivée de Vf par rapport à Z, c'est donc V de T sur E, et j'ai donc l'expression de la force de viscosité exercée par le fluide visqueux qui est sous le cube sur le cube. Et c'est évidemment une force de frottement visqueux, puisqu'elle va freiner cette force, elle va ralentir le cube. Je peux donc maintenant appliquer le principe fondamental de la dynamique au cube, je dis bien au cube dans le référentiel terrestre galiléen. Donc je projette sur l'axe des x, hein, la masse fois l'accélération, c'est donc égal à moins la force de viscosité, et c'est donc mdv sur dt, la masse du cube, fois la dérivée par rapport au temps, la vitesse du cube. Alors bien sûr, sur uz, il y avait le poids, et il y avait la réaction, donc les forces de pression, si vous voulez, exercées par le fluide visqueux, mais j'ai projeté sur x directement, c'est suffisant. Et j'obtiens une équation différentielle du premier ordre pour la vitesse du cube, avec une constante de temps τ qui vaut donc me sur état s. J'ai fait l'application numérique, ça fait 75 secondes. Donc v de t égale v0 exponentielle moins t sur τ. Donc, le cube il va s'arrêter, mais au bout d'un temps infini mathématiquement. Bon, au bout de 5 τ en pratique. Mais moi, ce que je cherche, c'est la distance parcourue. Donc j'intègre v de t pour avoir x de t. Attention à la constante d'intégration qui n'est pas nulle, donc il vaut v0 τ, à t égale 0, x égale 0. Et ensuite, je dis que x égale d' lorsque la vitesse est nulle, donc lorsque v0 exponentielle moins t sur τ est nul, donc v0 τ. Donc j'ai directement la distance parcourue. Je trouve 150 mètres, alors qu'on avait 1 mètre tout à l'heure avec un frottement solide. Donc évidemment, le lubrifiant, même s'il est visqueux, hein, est très efficace. Je vais pouvoir parcourir une distance beaucoup plus grande. Alors pour t supérieur à 5 τ, en pratique, donc le cube est arrêté, hein, donc ça fait 375 secondes. Alors juste une petite remarque, par exemple quand vous faites du ski ou du patin à glace, en réalité effectivement sous les patins à glace ou sous les skis, il y a une petite pellicule d'eau liquide qui se forme puisque la pression très forte qu'exercent les skis ou les patins à glace sur la glace et la friction, hein, le frottement si vous voulez, ça va faire fondre une toute petite pellicule d'eau liquide sous les patins et sous les skis. Et c'est pour ça que vous glissez. C'est pour ça que ça glisse très très bien sous les patins à glace et sous les skis. Voilà. C'est un peu le même principe qu'ici. Alors on vérifie que l'écoulement il est bien laminaire. Alors bien sûr, c'est pas un écoulement interne dans une canalisation cylindrique, mais bon, on va généraliser. C'est un écoulement interne entre le cube et le plan solide, hein, donc c'est quand même un écoulement interne entre deux plans. Alors on va dire que le nombre de Reynolds c'est mu sur état fois la vitesse. Alors on va prendre le nombre de Reynolds maximal, même si on sait qu'effectivement il va diminuer au cours du temps. Donc on va prendre la vitesse maximale du fluide et on va prendre pour la place du diamètre de la canalisation, on va prendre petit e, donc l'épaisseur de l'écoulement. Alors on trouve 220 et c'est la valeur maximale, puisqu'après la vitesse du cube elle diminue, hein, elle tend vers 0, donc au maximum on aura 220, donc il sera toujours plus petit que 2000. Donc c'est bien un écoulement interne qui est bien laminaire. Donc notre étude elle est cohérente, l'expression du champ des vitesses est cohérente, l'expression des forces de viscosité est cohérente et valide. Et on a fini l'exercice. Mais moi, je fais une petite remarque. On vous a dit qu'on se plaçait en régime quasi stationnaire, c'est-à-dire qu'on a négligé l'accélération des petites gouttes de fluide visqueux sous le cube. Alors, à quelles conditions c'est vrai? Alors, on sait que le phénomène de viscosité, c'est un phénomène de diffusion de quantité de mouvement. Donc, je vais évaluer un taux diff, c'est-à-dire le temps caractéristique pour que le champ des vitesses dans l'écoulement visqueux se stabilise, donc pour que la viscosité fasse son effet dans l'écoulement. Donc je prends comme distance petit e, l'épaisseur de cet écoulement, e carré, sur le coefficient donc de diffusion dans l'équation de la diffusion de quantité de mouvement, vous savez c'est la viscosité cinématique, état sur mu. Et j'ai trouvé 0,11 secondes. Donc conclusion, ça veut dire que pour que l'écoulement visqueux se stabilise sous le cube, il faut environ 0,11 secondes. Donc pour que VF, le champ des vitesses, se stabilise, il faut à peu près 0,11 secondes. Donc le temps caractéristique de variation de VF, c'est 0,11 secondes, alors que V de t, le temps caractéristique de variation de la vitesse du cube,
bah, taux c'était 75 secondes. Donc évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. On est bien dans la RQS. Taux diff est bien très très petit, devant delta t, le temps caractéristique de variation de la vitesse du cube. Donc ça veut dire que lorsque VF, la vitesse du fluide, varie dans le temps, c'est à l'échelle de 0,11 secondes, et ben V de t, la vitesse du cube, n'a pas eu le temps de changer. Donc c'est pour ça que nous, vu qu'on était à l'échelle de la vitesse du cube, on a pu considérer que la vitesse d'une petite goutte de fluide visqueux, elle variait quasiment pas à l'échelle de variation de la vitesse du cube. Et enfin, le dernier exercice pour la matinée, pour cette séance, on va s'intéresser encore à un écoulement interne visqueux, mais cette fois-ci dans une buse, donc dans une canalisation à section rectangulaire. On considère un écoulement visqueux, stationnaire, incompressible, entre deux plans, donc pas dans une canalisation cylindrique, donc il faudra s'adapter, de longueur grand L suivant au X, de largeur petit l suivant au Z. Donc on a effectivement une canalisation à section rectangulaire, on appelle ça une buse d'écoulement. Le buse comme l'oiseau d'ailleurs. Le champ des vitesses, il est donné. Alors, je crois qu'il manque peut-être le vecteur V de M et UX dans votre énoncé, donc vous pouvez le rajouter. Et le champ des pressions, on suppose qu'il dépend que de X, on néglige les effets de la pesanteur. On va commencer par faire un petit dessin. Donc, j'ai pas représenté la dimension selon au Z. Donc, on va avoir les bulles qui vont s'écouler selon l'axe des X, une petite goutte d'étau, avec une vitesse qui ne va dépendre que de Y, donc c'est bien un écoulement parallèle, en coordonnées cartésiennes, donc implicitement on suppose que l'écoulement est laminaire. Donc on voit les lignes de courant, l'écoulement est laminaire, on peut exprimer le champ de vitesse, on peut exprimer les forces de viscosité pour le fluide newtonien, implicitement on suppose que le fluide est newtonien, puisque les fluides non newtoniens ne sont pas à votre programme. Voilà. Et on va appliquer le PFD à des taux. Alors d'abord, oui, première question, qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse des bulles de fluide au contact avec les parois en Y égale plus E sur 2 ou moins E sur 2? Bah forcément, ça s'annule par adhérence. Donc évidemment, continuité de la vitesse donc à l'interface donc un fluide visqueux, donc adhérence. Ensuite, on applique le PFD à une petite goutte d'étau dans le référentiel terrestre galiléen, une goutte d'étau quelconque, hein, pas forcément une qui est sur l'axe. Donc elle est en translation rectiligne uniforme puisque sa vitesse ne dépend pas du temps, donc pas d'accélération. Elle est soumise à la résultante des forces de pression moins gradient de P des taux, à la résultante des forces de viscosité dues à tout le fluide qui est autour. On est sur une goutte, donc on prend la deuxième expression, donc l'expression de la résultante des forces de viscosité sur l'ensemble de la goutte en cartésienne. Donc état d2v2y sur dy2 des taux ux. Et on a négligé le poids, donc c'est tout. Voilà, la pression ne dépend que de x, donc le vecteur gradient est selon ux, donc on projette sur ux et on obtient cette égalité. Là, j'ai une fonction qui ne dépend que de x, là une fonction qui ne dépend que de y, donc pour avoir une égalité, quel que soit x, quel que soit y, dans l'écoulement, c'est forcément une même constante k. Donc c'est à peu près le même raisonnement qu'avec la canalisation cylindrique et les coordonnées cylindriques de tout à l'heure. Je commence par intégrer la pression, donc P de x égale Kx plus P de 0, parce qu'en x égale à 0, on dit que la pression vaut P de 0. J'intègre la vitesse et j'obtiens V de y égale Ky carré sur 2 états plus K' y plus V de 0. Ensuite, je dis qu'en y égale plus ou moins E sur 2, la vitesse doit s'annuler. Donc K' égale 0, la fonction V de y est donc forcément paire, donc K' égale 0. Ensuite, en plus E sur 2 ou moins E sur 2, il y a y carré, ça n'a pas d'importance. Je dis que la vitesse s'annule, donc je vais en déduire la constante K et l'expression du champ des vitesses. Donc j'obtiens V de y égale V de 0, 1 moins 4y carré sur petit e carré, et la constante K, moins 8 états V de 0 sur petit e carré. Avec V de 0, bien sûr, la vitesse sur l'axe, la vitesse maximale. Je peux dessiner le profil des vitesses, il ne dépend pas de x, donc je prends une section d'abscisse x quelconque, et je dessine le vecteur vitesse des petites gouttes sur cette section d'abscisse x quelconque, donc elle est nulle sur les parois, elle est maximale sur l'axe, et ensuite j'ai un profil parabolique. Alors attention, ici je suis en cartésienne, je ne suis pas en cylindrique, donc c'est une vraie surface parabolique. C'est un half-pipe si vous voulez, hein. Donc c'est pas un parabolique de révolution, c'est pas un nez d'avion ici, c'est une vraie nappe, une vraie surface parabolique. Alors, c'est pas exigé, mais on appelle ça un écoulement de couette. Un écoulement de couette, c'est quand vous avez un écoulement parabolique. Alors complet ou pas complet, ici il est complet, mais on appelle ça un écoulement de couette avec un C majuscule, un C-O-U-E-2-T-E, Monsieur Couette a existé. Mais ce nom n'est pas exigé. J'en déduis donc l'expression de P de x en remplaçant K. La pression évidemment, elle chute, elle diminue quand x augmente, on est toujours en perte de charge régulière, en perte de charge, en chute de pression à cause de la viscosité.
Donc vous voyez, hein, par rapport à l'exercice de tout à l'heure sur la canalisation cylindrique, c'est exactement la même chose, mais en cartésienne. Il faut simplement adapter les expressions. Alors pour le débit volumique, c'est toujours le flux de la vitesse. Je choisis ici comme surface ce que je veux. En écoulement incompressible, le débit se conserve à travers toutes les sections d'un tube de courant fixe, donc la canalisation est bien fixe. Et là, je vais prendre comme surface un rectangle de longueur petit l selon z et de hauteur petit e selon y. Donc un rectangle perpendiculaire à l'écoulement. Je vous ai remis la direction z, elle est plutôt orientée comme ça, z. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur, donc j'ai mis z ici. Et l'axe des x, il est perpendiculaire à la feuille, il vient vers vous, dans la direction de l'écoulement. Je prends comme élément de surface ds une petite bandelette ici, hein, donc petit l dy, puisque la vitesse ne dépend que de y. Le vecteur v et le vecteur ds sont collinaires dans le même sens. Donc je ramène l'intégrale double et l'intégrale simple sur la variable y, remplaçant ds par petit l dy. Y varie entre moins e sur 2 et plus e sur 2. Pas de problème pour intégrer ce polynôme. Vous allez obtenir pour le débit volumique 2 tiers de petit e, petit l, v de 0. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, hein, c'était pas demandé, mais la vitesse débitante, ici, ce serait le débit volumique sur la surface, donc petit e fois petit l. Ici, la vitesse débitante, ce serait 2 tiers de v de 0. Donc 2 tiers de la vitesse maximale. Alors que la vitesse débitante pour un écoulement interne dans une canalisation cylindrique, c'était la moitié de la vitesse maximale. Donc méfiez-vous, la vitesse débitante ici n'a pas la même expression. Et on va pouvoir passer donc à l'étude de cas. Alors en effet, l'écoulement qu'on vient de modéliser permet de comprendre comment on évacue l'air vicié, donc l'air sale, si vous voulez, entre guillemets, hein, d'une maison, vers l'extérieur pour qu'il puisse être remplacé par de l'air propre qui vient de l'extérieur. Donc l'air va aller de l'intérieur de la maison vers l'extérieur, c'est celui qui est sale, et on va faire rentrer de l'air propre qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on s'intéresse à l'évacuation de l'air sale. Donc dans une pièce d'habitation, l'air intérieur impur est à une pression légèrement supérieure. Alors, ça, c'est le principe de la VMC, la ventilation motorisée, qui va vous permettre effectivement, grâce à une petite surpression, de pousser pour que l'air de la maison soit poussé vers l'extérieur. Dans la maison, la pression est un peu plus grande qu'à l'extérieur, donc naturellement, les bulles d'air vont être aspirées, si vous voulez, vers l'extérieur par les bus d'évacuation. Alors là, ici, on suppose que ce n'est pas des bus d'évacuation, mais que l'air s'échappe spontanément par les interstices au niveau des portes et des fenêtres. Donc autour des portes et des fenêtres, il y a toujours un petit interstice. Et c'est ce qui va jouer le rôle évidemment de nos bus d'évacuation. Il est remplacé bien sûr par de l'air pur, hein. On ne fait pas le vide à l'intérieur de la maison provenant de l'extérieur grâce aux bouches d'aération. Donc c'est le principe de la VMC, donc de la ventilation motorisée. Alors évidemment, c'est un peu ancien. Ce qu'on modélise ici dans l'exercice, c'est un petit peu ancien. Maintenant, on a des VMC double flux avec des bouches d'aération. Donc ça s'évacue plus par les portes et les fenêtres qui sont étanches pour qu'il n'y ait pas de fuite thermique. Donc là, on va dire que c'est un exercice un peu vieillot. Mais sur le principe, c'est en tout cas au niveau de la mécanique des fluides, c'est exactement la même chose. Donc en réalité, ça s'évacue plus maintenant, en tout cas pour les bâtiments récents, par les interstices autour des portes et des fenêtres. Ça s'évacue par des vrais bus d'évacuation. Et on a une ventilation, une VMC double flux, c'est-à-dire que l'air chaud de la maison, quand il sort dehors et qu'il fait froid, il réchauffe, si vous voulez, l'air froid de l'extérieur quand il rentre. Hein, donc il y a un échange thermique entre l'air impur chaud et l'air pur froid, et ça permet de faire rentrer l'air pur froid de l'extérieur plus chaud, donc de moins consommer effectivement de chauffage. Et l'été, c'est le contraire pour la climatisation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, on vous demande de calculer au bout de combien de temps on peut changer tout l'air de la pièce, sachant que les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est de pouvoir remplacer l'air d'une pièce en quelques minutes en pratique. Alors, le volume de la pièce, il vaut 80 mètres cubes, on vous donne la viscosité de l'air, on vous donne la surpression, donc c'est 10 pascal, hein, c'est vraiment pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est une toute petite pile électrique hein, qui permet d'alimenter donc les VMC. Le paramètre total, c'est 25 mètres, donc petit l 25 mètres, grand L 4 cm, c'est l'épaisseur d'une porte ou d'une fenêtre, hein, et 2 mm, c'est l'interstice, voilà, le tout petit interstice pour les portes et les fenêtres. Bien, donc le volume 80 mètres cubes, c'est donc le débit volumique fois taux, le temps, puisque le débit volumique il est constant, il se conserve. Le delta P, donc la pression à l'intérieur de la maison moins la pression à l'extérieur, c'est 10 pascal, et c'est 8 états V de 0 L sur E carré avec la formule qu'on a trouvée. J'en déduis donc le V de 0, 7,35 mètres par seconde, c'est donc la vitesse maximale des bulles d'air dans les interstices. Le débit volumique
On a vu tout à l'heure que c'était 2 tiers de V de 0, petit e fois petit l, petit e donc 2 mm, petit l 25 mètres, donc le périmètre total autour des portes et de toutes les fenêtres de la pièce d'habitation, 0,24 mètres cubes par seconde, donc taux 327 secondes, 5,4 minutes, ok. On respecte bien donc l'aspect sanitaire. Voilà, c'est entre 5 et 10 minutes qu'on doit évacuer, qu'on doit remplacer l'air impur par de l'air pur dans une maison bien ventilée, évidemment. Alors l'exercice fini, mais nous on fait quand même une remarque. On va quand même vérifier que notre étude n'est pas incohérente, donc que l'écoulement interne il est bien laminaire. Donc on a un écoulement interne, le nombre de Reynolds c'est mu sur état fois la vitesse débitante, et fois j'ai pris l'épaisseur. Donc j'ai pris la vitesse débitante et l'épaisseur. Donc là, si vous prenez la vitesse maximale et l'épaisseur, c'est pas très grave, hein. Là on veut juste évaluer le nombre de Reynolds. Mais si on se ramène à la canalisation cylindrique, j'ai pris la vitesse débitante et j'ai pris à la place du diamètre l'épaisseur. J'en déduis donc 678. C'est bien plus petit que 2000, donc c'est bien un écoulement qui est laminaire. Donc c'est bien un écoulement laminaire, même si ça fait un petit peu de bruit, hein, puisque la vitesse est quand même assez importante. Et dans les petits interstices, donc voilà, ça fait un sifflement quand même. Si vous êtes attentif, notamment la nuit, quand il n'y a pas de bruit, on entend quand même un petit sifflement. La masse volumique de l'air n'était pas donnée, mais c'est 1,2 kg mètre moins 3, ce que j'ai pris. Bon, vous êtes censé quand même retenir cet ordre de grandeur. Donc notre étude est cohérente, puisque l'écoulement il est bien laminaire. Attention, c'est écoulement interne, hein. Pour les écoulements externes, on a vu que le nombre de Reynolds 678, on ne serait pas en laminaire, on serait en écoulement de transition. Mais c'est bien un écoulement interne, donc il est bien laminaire. L'étude est cohérente, le champ des vitesses est cohérent, l'expression des forces de viscosité est cohérente. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Donc vous pouvez préparer pour mercredi après-midi les exercices suivants, où on va bien sûr travailler sur l'exercice 5, l'exercice 6, on va voir un peu la problématique des écoulements turbulents, et puis bon, ensuite on aura les exercices sur les écoulements externes, avec l'avion, le bateau, etc. Voilà, donc on essaie de préparer ça pour mercredi après-midi, et certainement vendredi pour finir, on va peut-être pas tout corriger mercredi. Voilà, ce sera tout, n'hésitez pas à poser des questions, ceux qui sont confinés, hein, n'hésitez pas à intervenir.